Bah, alors, j'enchaîne avec toi, mais tu restes avec nous, Audrey. Bah, il faut que je fasse manger ma fille. Mais je vous écoute. D'accord. Bah, moi, mes enfants attendent. Quatrième semaine du vrai Ségur de la santé. On est très heureux parce qu'effectivement, on passe des infirmiers de réanimation. On va pas très loin, en fait. À l'urgence, continuité des soins, permanence des soins, avec aussi Rachid du collectif Interbloc qui est là, parce qu'effectivement, il y a parfois de la chirurgie la nuit, souvent. Merci à tous donc qui étaient là pour cette session. Bienvenue à nos invités. Alors, je vais les citer. Il y a donc Rachid qui est, je pense, je sais pas, tu l'as vu là, Rachid, il est là? Ouais, je suis là. Donc. Ah, t'es là, super, super, super. Rachid, bienvenue. On se connaît bien, ça fait plusieurs mois qu'on essaye de travailler ensemble et de se soutenir mutuellement. Il y a Sébastien Arsquat qui est là. Excuse-moi si j'ai écorché ton nom, qui est urgentiste à Strasbourg. Et il y a Pierre Catoire, qui est lui urgentiste à Bordeaux. Et je regarde dans la liste si l'autre Pierre est là. Je le vois pas. Ou alors c'est l'iPhone de Patou. Ah, c'est peut-être l'iPhone de Patou. Il a dit qu'il allait avoir 5 minutes de retard, Arnaud. Ah, d'accord, ok, super. Donc voilà. Pierre, qui est infirmier aux urgences, je crois qu'il est vice-président du collectif Interurgence. Alors, écoutez, cette session, j'aimerais qu'on aborde tous ensemble. Vous êtes des acteurs importants, des acteurs majeurs, tous dans votre profession. Et puis en plus, vous avez tous aussi des petites fonctions annexes de représentation. Donc, j'étais vraiment content qu'on puisse monter ce petit Zoom ensemble. Je sais qu'on va parler efficacité. Alors, le collectif Sont en danger est très engagé dans la défense des urgences et je suis scandalisé par le mouvement actuel de fermeture progressive de beaucoup de services, soit totalement, soit uniquement la nuit. Tout à l'heure, je discutais avec qui je discutais j'étais en Zoom tout à l'heure avec le conseil régional d'Auvergne-PACA et on discutait et je disais qu'on ne choisit pas l'heure de son infarctus ou de son accident de la route. Alors, j'ai l'habitude de commencer par l'aîné des invités. Alors, je n'ose pas faire de conneries. Je me demande quand même si l'aîné, c'est pas Sébastien. Et je veux pas être désagréable. Écoute, je vous laisse, vous passe la parole. L'idée, c'est de faire des tables rondes, de se repasser la parole régulièrement. Vous pouvez vous présenter et puis vous lancer les débats. On peut commencer par la permanence des soins, par exemple. Et puis après, on enchaîne sur d'autres sujets qui concernent les urgences. Sébastien, je te laisse la parole, te présenter, expliquer, toi, comment tu mènes ton combat et ce qui te semble très important pour sauver l'hôpital public. Je sais que ça te tient à cœur. Bonsoir à tous. En tout cas, merci pour l'invitation. Voilà, donc moi, je me présente en effet Sébastien Arsquat. Pour resituer un peu les choses, en effet, avec les collègues de Strasbourg, on a fait la minute de silence. Ce qui est important juste à resituer, parce que dans la présentation, voilà, moi, je ne viens pas obligatoirement représentant de la minute de silence, je viens simplement en tant que PH des urgences. J'ai accepté la proposition pour être dans une discussion, c'est toujours intéressant. Voilà, donc ça, je voulais situer un petit peu les choses. Et puis, la deuxième chose, voilà, je ne sais pas si je suis plus un expert que d'autres. Je peux donner simplement mon avis et ma vision des choses vis-à-vis de la médecine d'urgence. Donc, pour voir un petit peu, et peut-être je vais laisser les autres se présenter avant peut-être de commencer un peu la discussion. Moi, je suis praticien hospitalier depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Voilà, j'ai commencé en tant que pompier volontaire quand j'avais l'âge de 16 ans. Donc, j'ai fait une vingtaine d'années en tant que pompier volontaire. Donc, j'ai une petite expérience du pré-hospitalier avant même de rentrer dans l'hôpital. Voilà, donc ça fait quelques années que je baigne dans ce milieu-là. J'ai vu un peu l'évolution et voilà, j'ai fait mes études sur Paris, j'étais sur Beaujon au SMUR et puis j'ai fini par arriver à Strasbourg il y a un peu plus de 10 ans où donc je suis praticien hospitalier, je fais 25% au SAMU. Avant, je faisais quasiment tout mon temps au SAMU et au SMUR. Et maintenant, je fais plutôt 25% au SAMU et 75% aux urgences. Voilà, avec un lien entre l'hôpital et la ville. On aura probablement l'occasion d'en reparler. Et puis voilà. Merci Sébastien. Une petite question tout de suite. Ça a été contraint, ta réadaptation de temps urgence mur? Ça a été contraint ou ça a été un choix personnel? C'est juste pour moi, pour ma culture. Oui, bien sûr, et c'est toujours intéressant. Non, alors, pour répondre à ta question, non, ça a été un choix, hein, clairement. Moi, j'aime
comme je l'ai un peu indiqué vis-à-vis de la façon dont je suis arrivé à la médecine d'urgence, c'est sûr que voilà, il y avait les pompiers, j'ai vu les médecins du SMUR, ça donne la possibilité en effet d'agir. Donc c'est sûr que ça s'est dirigé naturellement vers là. Après, il est évident que pour moi, c'est indissociable de faire une activité clinique aux urgences et au SAMU. Voilà, c'est ma vision des choses, très personnelle, mais je crois que c'est nécessaire. Et voilà, je pense que maintenant, de plus en plus de nos, en tout cas à Strasbourg, tous nos collègues sont quasiment à 50% SMUR urgence et ça donne véritablement une qualité et une vision des choses. Donc ça, c'est sûr que c'était comme ça. Donc ça n'a pas été du tout compliqué, c'était un profond choix. Et puis voilà. Au concours de PH, on m'a demandé, parce que comme j'étais rouge et blanc, on m'a dit mais pourquoi vous ne faites pas un médecin pompier? Voilà, moi je dis très simplement que j'avais largement des voies ouvertes pour faire médecin pompier, avoir une carrière chez les médecins pompiers. De la même façon, voilà, je partage mon temps entre urgence et SAMU. Il me semble, pour moi, voilà, pas envisageable d'être autre part qu'à l'hôpital. D'accord. Merci Sébastien. Alors après, j'hésite entre Rachid et Pierre Catoire, mais je pense que c'est Rachid le plus âgé, hein. Rachid, tu m'en veux pas, mais présente-toi, tant pis, je me jette à l'eau. Tu me jettes à l'eau? Bon, c'est pas grave. C'est mes cheveux qui te font dire que je suis le plus âgé, c'est ça? Non, c'est Non. que je te connais bien, on échange souvent, et à mon avis, je pense que Pierre Catoire, il est un petit peu plus jeune que toi. Et Ça marche. non, mais bon, après, on est des hommes, je pense qu'on a le droit de parler de nos âges, mais c'est pas le sujet Ouais. de ce soir, mais j'ai l'impression que c'est toi, Rachid. Je te laisse te Pas de souci. présenter. Ouais, pas de souci. Donc moi, je suis Digouar Rachid, là, je suis le président du collectif Interbloc. C'est un collectif qui s'est créé en 2019, notamment pour la défense de la profession et de la spécialité IBOD et des infirmiers de bloc opératoire. Donc nos collègues aussi infirmiers en soins généraux qui travaillent dans les blocs opératoires. On a deux facettes, on va dire, dans le collectif où on milite aussi avec l'intersyndicale et avec les autres collectifs comme le vôtre pour essayer de choper des moyens pour les hôpitaux. Puisqu'on sait que si on n'obtient pas de moyens, on va dire largement pour les hôpitaux, tout ce qui est un peu corporatiste, je pense qu'on peut oublier. Donc il ne faut pas oublier cette facette-là dans le militantisme. Mais on y attache une grosse valeur et une grosse valeur avec vous. On anime aussi avec les différents collectifs voilà, plusieurs mobilisations. Voilà, après nous, on est un collectif qui a beaucoup agi donc sur le versant juridique dernièrement. C'est vrai qu'on attache une importance au côté juridique puisqu'on a vu que c'est vraiment le côté, c'est cette facette-là qui fait peur aux directions et c'est par le biais qu'on arrive un petit peu à les faire plier. Le dernier en date justement, c'est la réécriture d'un décret sur la NBI. J'entendais dans le groupe d'avant où on parlait un petit peu de NBI et c'est vrai que il y avait un gros vide juridique, ou en tout cas il y avait une interprétation des directions par rapport à la NBI pour les IBOD. Et on a réussi, là, au 1er avril, à faire réécrire le décret et obtenir la NBI pour les IPOD. Donc, on va dire, c'est le versant le plus important, en tout cas, qu'on mène actuellement sur le versant juridique avec le collectif. Voilà. Ouais, je dois dire que vous êtes hyper fort en ça, vous êtes bien organisé, vous avez une communication un peu comme nous, quoi, un peu péchu, un peu punchy. Je voulais te poser une question, Rachid. Tu représentes les IBOD ce soir, mais il y a oui, il y a un syndicat d'IBOD, hein, c'est ça? Il y a le SNIVO, ouais, c'est ça. D'accord. Et vous êtes en bon terme, avec eux? Disons qu'on discute, ouais. Après, c'est vrai que nous, l'idée, c'est quand même de rassembler toutes les forces, hein. C'est le principe, hein. Si on veut en tout cas envoyer un signal fort au gouvernement, il faut, je pense, qu'on soit tous ensemble. Alors après, on a des divergences, hein, puisqu'on s'est créé un petit peu en marge de ce niveau. Mais c'est vrai que l'idée, c'est quand même de rassembler. Ouais, je dois dire, j'en profite pour te remercier. Tu sais, Rachid, c'est la première fois que je te vois, en fait. Je suis en train de me dire ça. Toi, tu devais me connaître, mais on discute depuis très longtemps ensemble. Je connais bien ta voix qui est bien naturelle. Et c'est vrai je t'avais jamais vu physiquement. Ça me fait plaisir de te voir. Tu ressembles à un de mes collègues qui s'appelle Anas. C'est très plaisant. Je te remercie parce que c'est vrai qu'on échange beaucoup et on est à l'écoute les uns des autres. Et c'est vrai que c'est vachement sympa de bosser avec vous. Merci beaucoup d'être là ce soir. Les IBOD, vous travaillez la nuit. Et je sais, normalement, je pense qu'il y aura Christelle Baldé qui est IAD du côté de Le Bailleul. Alors, comme ça, il y aura ces représentants-là aussi de la nuit. J'avais envie qu'on fasse un focus sur la nuit. Pierre Catoire, il est urgentiste à Bordeaux, très investi aussi. Il a rassemblé des médecins. Il a créé un collectif d'urgentistes à Bordeaux.
Il connaissait le collectif, c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Et bah, c'était évident que je voulais l'avoir avec nous ce soir parce que comme ça, on va pouvoir un petit peu avancer dans le sujet. Pierre, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Pierre Catoire, je suis chef de clinique aux urgences à Bordeaux, au SAMU et au SMUR. Voilà, j'ai une activité de 50% de clinique et 50% d'enseignement. Et sur la clinique, je fais des urgences du SAMU et du SMUR. Donc je suis partout et je suis surtout nulle part. Voilà, et donc effectivement, à Bordeaux, début décembre, on a monté le collectif Urgence Bordeaux, du coup, puisqu'on avait des soucis sur l'ensemble des pôles. Donc, nous, à Bordeaux, il y a 2 services d'urgence, le SAMU et le SMUR. Donc, l'idée, c'était à la fois de rassembler tous les pôles de la filière urgence et toutes les professions. Et donc ça, on en est très content parce que on a cette chance-là, on a toutes les professions qui sont dans le collectif, sans exception. Normalement, dans le collectif, on est 250 maintenant. Et on avait commencé en faisant un appel, une lettre ouverte, une manif. On est entré dans un cycle de négociation d'un mois d'abord, et puis ça a donné, accrochez-vous bien, rien du tout. Incroyable. Et du coup, on a continué sur des actions un petit peu plus cash, et notamment quand tu parlais, Arnaud, de communication un peu plus directe, on va peut-être le dire comme ça, on a eu la malchance de notre côté de devoir ouvrir des tentes devant les urgences, puisque c'était chez nous, mais je sais que c'est arrivé dans pas mal d'autres villes. On avait des files d'attente de VSAV telles que on avait 10, 15 camions qui attendaient devant. Et donc, pour sécuriser les patients, au moins les mettre moins en insécurité, pour qu'ils aient un minimum de surveillance, on a déployé ce dispositif, ce qui a attiré l'attention, vu que c'est un peu visuel, de la presse. C'est ce que j'allais dire. Vous êtes fort en com. Vous êtes fort en com. En fait, les c'est mecs, surtout. Vous avez mis des tentes devant les hôpitaux, c'est même pas, c'est de la triche. Hein. Alors, Rachid va falloir faire des interventions chirurgicales dans des tentes. Comment tu veux qu'on rivalise avec Bordeaux, quoi? Ils sont trop forts. Après, tu sais, on a été accusé après d'avoir instrumentalisé ça. Ouais, mais je sais, c'est toujours pareil. Bien évidemment, sûr. Voilà, on a même tendu un piège à la direction en leur demandant de faire ça. Voilà. Et non, en fait, la reprise, c'est que, mais c'est quelque chose qui, je pense, est très partagé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un cap qui est passé en termes de communication, au sens où on voit le mur tellement proche que maintenant, il y a de plus en plus de personnel qui sont prêts à dire les termes. Et effectivement, alors, je suis loin d'être seul dans ce collectif. Et avec une autre médecin, en fait, on s'est dit, mais de toute façon, vu qu'on va tous y passer, autant expliquer aux gens ce qui se passe. Et donc, on a commencé à dire, devant les micros, oui, on a des gens qui sont morts aux urgences parce qu'il n'y a plus assez de moyens. Et ça, forcément, la presse a bien voulu le reprendre. La direction l'a mal vécu, ils s'en remettront. Mais c'est effectivement, je pense que la sortie médiatique des derniers mois, elle vient probablement du fait qu'on soit tous, je pense, et c'est une bonne chose, à pas vouloir en tout cas que les gens se laissent ignorer la situation de l'hôpital. Donc, je pense que c'est le combat commun qu'on a mené. Ouais, tout à fait. Je te rassure sur la com. Moi, ça fait des mois que nous, on dit dans le collectif qu'il y a des morts en France par manque d'accès aux soins. On va finir les présentations, puis après, on démarre. Hein. Je crois qu'il y a Pierre Schwab qui est là. Pierre, tu m'entends? Je l'ai vu arriver. Mais est-ce que tu m'entends, Pierre? Il me répond pas. Si vous pouvez envoyer un petit message à Pierre, il est peut-être pas encore dispo. Il me semblait avoir vu passer son numéro. Alors écoutez, on va avancer. Je vais vous poser à tous une première question. Parmi les difficultés de l'hôpital public qui a un impact sur la permanence des soins et une traduction terrible de l'échec actuel par la fermeture de certains services d'urgence ou l'absence de nom sur certaines lignes de garde de SMUR. Et pour ce qui concerne Rachid, sur la difficulté qu'il y a eu pendant tous ces mois-là à devoir parfois déprogrammer par manque de personnel, manque de tout. Si on fait un petit focus sur la nuit, bon, vous savez, vous connaissez sûrement le tarif des primes de nuit des infirmières qui est de 1 euro brut et quelques. Le salaire des médecins la nuit en semaine dans un hôpital conventionnel de PH, c'est 220 € net pour la nuit, ce qui représente 18 € de l'heure.
moi, je prétends, mais nous, dans le collectif, on prétend que il y a tout à fait intérêt à majorer la garde pour les docteurs. Alors moi, je pense qu'il faudrait l'aligner sur le salaire des intérims à 150 € pour les 12 heures. Et je pense que le salaire des infirmiers… alors, faudra que tu nous dises, Rachid, si vous êtes concerné par ça. La prime de nuit de 1 € brut, il faut probablement faire x10, quoi. Parce qu'en dessous de 10 € de l'heure, je ne vois pas tellement comment on peut parler de prime de nuit. Est-ce que vous partagez avec moi le fait que ça, c'est une des difficultés actuelles? En regard de la pénibilité du travail des urgences, c'est une des difficultés que l'on rencontre pour pouvoir recruter des gens et pérenniser des équipes. On peut repartir par Sébastien, si ça te va, Sébastien. J'aimerais bien ton avis là-dessus. Est-ce que tu trouves que la permanence des soins, elle est assez attractive et rémunérée en France? Alors bon, ça ne me dérange pas, hein, de redémarrer par moi. Après, c'est pas que il y aura une problématique financière indéniablement. De toute façon, c'est un peu le nerf de la guerre, de façon globale. Après, la problématique de revalorisation et de ce qui est en effet de la façon dont les personnels soignants, médicaux ou non médicaux, sont payés durant la nuit, parce qu'il y a aussi les techniciens de laboratoire, il y a pas mal de choses. Ça restera une problématique, et en effet, indéniablement, il va falloir revaloriser ça parce que de toute façon, en fait, vu compte tenu de la perte de sens, ça sera nécessaire pour pouvoir essayer de renverser les choses. Après, ça me gêne d'axer et de démarrer le débat là-dessus. C'est que pour moi, en tout cas, la vision que je peux en avoir, c'est que le service d'urgence est le premier qui va souffrir, entre autres, en fait, juste d'un dysfonctionnement de l'hôpital global. Et moi, j'ai du mal à sortir problématique de la permanence des soins et de l'hôpital, des urgences, pourtant urgentistes, et voilà, on souffre, ou en tout cas, on a du mal depuis pas mal d'années, parce qu'on doit accueillir les patients et puis que ça arrive quoi qu'il en soit, et on a du mal à les faire sortir du service d'urgence, et on ne peut pas dire, c'est bon, on a un nombre de lits, c'est bloqué, il faut assurer et assumer cette responsabilité de service public. Donc, on est le symptôme de l'hôpital qui dysfonctionne. Donc, moi, j'aurais tendance, dans un premier temps, d'axer sur le fait qu'il est important de pouvoir faire refonctionner, remettre de l'huile dans tout ça. Alors, c'est un espèce de gros débat et on va peut-être pas rentrer dans quelque chose par rapport à ça. Tu fais allusion, par exemple, au lit d'aval, Sébastien? Clairement, tu le dis très d'accord. bien. Au moins, il faut dire les choses. La première des choses, c'est sûr qu'il faut pouvoir essayer d'augmenter les lits d'aval. Indéniablement… Alors, pour essayer d'avoir une vision, moi, je pense qu'il y a clairement un maillon qui manque entre la ville et l'hôpital. Je pense que malheureusement, on demande à des médecins traitants qui n'ont plus l'habitude de faire du non programmé, et le non programmé qui a tendance à aussi augmenter en termes on va dire, de qualité. On demande de plus en plus un certain niveau de soins, et pour ça, il faut une certaine expérience. Et je pense qu'il y a ce maillon qui manque de médecins qui sont des médecins généralistes, mais entre l'hôpital et la ville, dans des maisons médicales, dans aussi la possibilité de faire des visites, un peu comme SOS médecin, mais qu'il faut probablement upgrader un peu. Ça, ce maillon, il manque avec la permanence des soins en ville, durant que ce soit la journée, aussi bien la journée que la ville, parce que même la journée, c'est difficile de trouver un médecin, même pour des choses très simples. Donc ça sera une des problématiques indéniablement qu'il va falloir prendre en compte et améliorer. Donc ça, j'ai quelques petites idées. Et puis indéniablement, il y a l'aval des urgences où on aura beau, tant qu'on n'aura pas de lit, c'est sûr que ça va être compliqué. Et c'est en lien aussi avec le problème des blocs opératoires. Et il faut qu'on ait la possibilité d'avoir des plateaux techniques qui fonctionnent. Mais en plus des plateaux techniques, il faut des lits pour accueillir les patients. Et ça, indéniablement, quand tout ça bloque, c'est compliqué. Et après, alors, j'aurais… à ce moment-là, pour rebondir sur ton item, je poserai ma question à Pierre Catoire après Rachid. Une question bien précise sur votre métier d'urgentiste qui m'interpelle quand je t'entends un petit peu donner cet axe-là. Rachid, la permanence des soins pour des IBOD, ça nécessite une rémunération. Je ne sais pas si vous êtes très souvent sur place toute la nuit. Tu pourras nous répondre. Je crois que vous êtes souvent d'astreinte. Je sais aussi qu'il y a des endroits où vous êtes là non-stop, dans les gros centres. Ma question est la suivante. On connaît les problématiques des IBOD et cette volonté d'avoir une reconnaissance statutaire, etc. Ma question, c'est est-ce que la pénibilité des soins, qui est de pouvoir opérer toute la nuit,
est un obstacle en fait à l'attractivité dans ton métier. Parce que en fait, intimement, je te pose la question, parce qu'en fait, j'en ai pas l'impression. Moi, quand je prends des astreintes dans mon établissement privé à but non lucratif et que la nuit on doit faire des blocs, je dois avouer que les IBOD et même les IAD, je les vois avec la banane. Ils aiment leur job. La nuit, on vient opérer, ça fait partie du taf. J'ai le sentiment que la pénibilité n'est pas la même qu'aux urgences. En tout cas, elle n'est pas appréciée de la même manière. Est-ce que c'est un problème de prisme que j'ai ou tu confirmes un peu ça? Non, je pense que c'est peut-être voilà, ça dépend des endroits, j'ai envie de te dire Arnaud, parce il y a différentes organisations quand tu parlais de permanence des soins, enfin en tout cas de prise en charge de l'urgence. Il y a des établissements où il y a des personnels qui sont en 12 heures la nuit, donc qui ont en effet cette rémunération à 1,08 €, il me semble, c'est ça, de tête, et d'autres établissements qui ont réussi à garder des astreintes. Je dis garder parce que dans beaucoup de lieux, il y a les directions qui font pression justement pour passer les agents en 12 heures, ce qui leur fait faire un certain nombre d'économies justement sur les astreintes, qui sont payées un peu plus. Ouais, tu dois connaître ça, Arnaud. Mais en tout cas, tu À mets tel le point. point, excuse-moi de t'interrompre, Rachid, je suis en train de me demander si pour le personnel, il vaut pas. C'est probablement plus intéressant d'être d'astreinte pour des IBOD ou des IAD, non? T'es Tout à d'accord avec fait. ça? Ah oui, je Ouais. suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. D'accord. Non, mais Non. c'est important parce que on peut imaginer que si c'est plus intéressant, en imaginant des systèmes où en fait on rappelle du personnel la nuit à la demande, y compris en réa, faut se demander, tu vois, sur la notion de plasticité, de Ouais. modularité, tu vois, c'est à se demander. Bon, bref, Après, il y a toujours quand même le facteur pénibilité de travailler la nuit, puisque quand tu es d'astreinte, tu peux être mobilisé n'importe quand, à n'importe quelle heure, ce qui fait quand même une grosse, enfin, en tout cas, une grosse idée de la pénibilité que tu peux avoir en travaillant la nuit d'astreinte. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours, ça. Oui, on t'entend. Ouais. Je surveillais parce qu'on avait un pirate. Je surveillais. Oui, on t'entend très bien. D'accord. Mais ça, c'est vrai que c'est un gros point, en tout cas, l'attractivité. Et pour revenir sur la permanence des soins, en tout cas, dans mon hôpital, on a des cas assez fréquents, quand vous parlez de lit d'aval, etc., où on va garder des malades en salle de réveil, alors parce qu'on n'arrive pas à coucher les malades derrière. Donc, c'est une grosse problématique. Ça, c'est vraiment, en plus, quelque chose qui devient récurrent. C'est-à-dire qu'il y a tellement de fermetures de lits. Et dans mon secteur, il y a eu une fermeture d'un bloc opératoire qui fait que ces dernières années, tout est recentré sur notre site pivot, entre guillemets, où on a 30% d'activité d'urgence en plus. Et là, c'est toute une chaîne qui va être bouleversée parce que de l'anesthésiste à l'IBOD, c'est de plus en plus compliqué. Parce qu'en plus, les anesthésistes, eux, ils ont deux volets. Chez nous, ils travaillent sur la maternité, donc ils assurent les gardes de mat et en même temps le bloc opératoire. Donc, nous, on a eu des grosses difficultés de recrutement sur l'anesthésie, où on a dû fermer derrière des salles pendant quelques mois, justement, parce qu'on n'avait pas ces personnels-là. Et ce qui fait que derrière le Covid, où justement, on a dû déprogrammer en masse, le fait de se rendre une deuxième vague, mais là, ce n'était pas une vague de Covid, mais une vague de personnel, en tout cas de ressources humaines, c'était très, très compliqué derrière. Très, très compliqué. Oui, je suis mille fois d'accord. Et tu as vu, on a quand même déjà un truc. Bon, alors, on enfonce des portes ouvertes ce soir, messieurs, mais c'est pas grave. Pour que le message passe, c'est la répétition. Mais Sébastien l'a dit, tu le dis, il y a une vraie problématique de lit d'aval. Et c'est un petit peu comme quand on aborde la ville. Là, on aborde les urgences. Et en fait, boum, on bascule très vite vers cette problématique-là. Ça veut donc dire que tous les items de attractivité du personnel paramédical pour pouvoir les faire venir dans les hôpitaux, des infirmières, des aides-soignantes, pour permettre aux établissements d'avoir des lits ouverts, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On est dans une logique vraiment de dégrader un peu, Rachid. Mais ça n'empêche pas qu'il faut continuer et qu'à mon avis, le message va finir par passer. Alors, Rachid, on revient tout de suite vers toi. Je voudrais enchaîner vers Pierre. Et puis alors après, je proposerai à un anesthésiste de nous donner son avis. Pierre, quand j'écoutais la proposition de Sébastien, de dire, je trouve qu'il manque une structure avant les urgences. Alors moi, je suis pas urgentiste, mais je travaille quand même régulièrement aux urgences pour rendre service aux SMUR et aux urgences, mais je suis plutôt anesthésiste. Mais quand Sébastien il dit ça, moi, la question que je me pose, c'est quand on est un jeune urgentiste, est-ce qu'on n'a pas peur un petit peu de décorner un peu son métier? Parce que si en préhospitalier, il y a des structures qui font tampon
Qu'est-ce qui va rester à l'hôpital? Le déchocage, hein, assurément, c'est pas le moins intéressant. Est-ce que quand Sébastien dit ça, Pierre, tu te dis pas attention, on commence à toucher un peu à notre profession, et est-ce que à terme on risque pas de dire finalement le déchocage il se fera là, la petite urgence ou la moyenne urgence elle peut se faire en ville. Moi c'est juste ça qui de l'extérieur me fait un peu peur. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Alors, juste pour bien préciser, Seb, ce que tu disais, c'était il manque une structure en préhospital, enfin un échelon avant les urgences, c'est-à-dire un intervenant préhospitalier, ou est-ce que c'est une autre structure qui pourrait prendre en charge des patients qui ne nécessitent pas vraiment des urgences? Parce que les deux questions se posent en fait. Mais en l'occurrence, j'ai l'impression que la question, c'est surtout celle des patients qui n'ont pas forcément de critères évidents d'urgence. Si tu peux me confirmer, c'est ça. Oui, je pense que tu as raison, ça a besoin de se clarifier. En fait, l'exemple, moi j'étais de garde encore hier, 24 heures au SAMU, dont la nuit en régulation. Clairement, à partir de minuit, il n'y a plus aucun médecin de garde sur aucun territoire. Ça, c'est la première chose. À part nous, Strasbourg et on va dire sa périphérie où on peut déclencher SOS médecins. Donc clairement, en fait, l'évaluation, c'est simple. Sur une douleur abdominale, un cas concret, on prend une douleur abdominale on va dire à minuit 1, tant est que, je crois qu'il y a à minuit 1, entre guillemets, et encore, même avant minuit 1, les médecins de garde ne se déplacent pas. Ils demandent à ce que les gens se déplacent. Donc en fait, il n'est pas possible, en plus avec des gens souvent, des fois, qui n'ont plus de moyens, vont pouvoir se mobiliser. En tout cas, voilà, plus un tissu familial qui permet de les amener quelque part. Résultat du compte, voilà, douleur abdominale. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que en régulation, vous avez moyen d'évaluer correctement une douleur abdominale et de considérer qu'elle est grave, pas grave? C'est quelque chose d'assez compliqué, d'autant plus que ça peut se transformer et que en quelque chose de grave si on a un retard de diagnostic. Donc en fait, on a deux solutions, soit de laisser sur place en prenant un gros risque et puis voilà, soit grosso modo, c'est de déclencher une ambulance et d'envoyer aux urgences. Donc ce maillon d'évaluation médicale, il n'existe pas, il n'existe plus, à part, encore une fois, les grandes villes qui tentaient qu'on arrive à peu près à l'avoir. Oui, Et en fait, cette réflexion-là, pour finir mon propos, eh ben, même la journée, en fait, les gens, on se rend compte, je ne sais pas ce qu'il en est sur Bordeaux, que en fait, on n'arrive plus. Les médecins sont sur Doctolib. Et en fait, c'est des consultations qui sont bien réglées. Il ne s'agit pas de jeter la pierre. Il y a un flot, une quantité en tout cas de besoins de soins non programmés qui malheureusement n'arrivent pas à trouver preneur. Et donc, c'est très difficile. Et donc après, c'est la régulation et on croit que la régulation va tout gérer. Et résultat du compte, ça déborde un peu sur les urgences. Donc, ça participe un peu à l'engorgement. Personnellement, sur Strasbourg, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de choses qui ne nécessitent pas vraiment des urgences. Mais malgré ça, on a quand même du mal à donner les moyens. Il y a pas mal de peut-être de certaines choses qui pourraient être gérées en préhospitalier, entre autres. Ouais, si tu veux, il y a plein de questions derrière ça. Moi, ce que j'essaie d'expliquer quand on me pose la question, effectivement, sur ce point de vue-là, c'est que, bon, à la base, l'urgence, c'est une spécialité qui est intéressante par sa transversalité. Je pense que nous, on a toujours été terrorisés de finir orthopédiste du 4e orteil. Tu vois, c'est vraiment, tu fais la régulation, tu fais du préhospitalier, tu fais de l'intra, et quand tu fais de l'intra, tu fais du déchoc, tu fais de l'entorse, tu fais de la crise d'angoisse, tu fais tout, et c'est ça qui est bien. Moi, Petite pensée pour nos copains chirurgiens qu'on embrasse. c'est ça, exactement. Voilà. Non, mais justement, parce que, et en fait, chez eux, c'est très justifié parce que tu es bon quand tu fais ça très régulièrement. Nous, c'est un peu l'inverse, et c'est pour ça que j'ai pris urgence et pas cher. Mais et effectivement, moi, je dis aux internes, si votre truc, c'est que les polytraumas pétés qui pissent la rage de sang, etc., et que ce qui vous intéresse, c'est que ça, et que l'activité sociale, ce qui avait l'air d'être urgent qui finalement l'est pas, ça vous intéresse pas, c'est pas une spécialité qui est faite pour vous. Alors, ça veut pas dire qu'il faut que les urgences ne fassent que ça non plus. C'est nous, le cœur de notre choix, c'est la médecine dans l'incertitude. C'est le fait que tu sais pas si ton patient, il va être grave, il va pas être grave, et il faut que tu sois bon quoi qu'il est. Le problème, c'est que actuellement, les structures d'urgence en France, elles font 4 tafs. Elles font
la prise en charge des patients à potentiel urgent, ça c'est notre boulot. Elles font tampon d'hospitalisation quand il n'y a pas de place ailleurs, et donc on a des couloirs, des UHCD qui dégueulent, qui dégueulent, qui dégueulent. Elles font point d'accès au plateau technique pour certaines spécialités, c'est-à-dire que comme les hôpitaux ont assez rarement organisé, moi je travaille en CHU, donc voilà, l'accès en recours rapide depuis la médecine de ville ou pour les spécialistes à des plateaux techniques, et ben, ça vient aux urgences. Typiquement, par exemple, on a la chirurgie du rachis ici. Et donc, toute la Gironde nous envoie des patients pour des sciatiques déficitaires, des choses comme ça. Et en fait, c'est l'équipe de chirurgie, mais comme elle n'a pas de consultation sans rendez-vous, machin, en fait, on fait passer aux urgences pour que ça touche un spécialiste. Et puis, la dernière étape, c'est la compensation de la médecine de ville. Et il y a un gros paradoxe sur la médecine de ville. Moi, je rejoins ce que dit Sébastien sur le fait que, en vrai, l'activité sans rendez-vous en médecine de ville, elle est plus assurée. Alors, c'est en aucun cas un reproche, mais effectivement, ils sont plus en mesure de le faire parce que l'activité a augmenté, parce que les conditions de travail ont changé. Ce qui me fait hurler, c'est que quand on parle des capacités d'hospitalisation, qui sont quand même un des enjeux majeurs, on nous dit oui, mais il y a le virage ambulatoire, donc la médecine de ville, elle va compenser, elle va prendre en charge tous ces patients qu'avant on prendrait à l'hôpital, et donc vous verrez, il n'y a pas besoin de tant de places à l'hôpital. Et nous, en même temps, on dit, bah oui, mais on a besoin de place parce qu'il faut qu'on décharge nos patients, parce que la médecine de ville qui est débordée fait qu'on a beaucoup de patients. Donc en gros, on compte sur l'acteur qui a du mal et qui est en partie, hein, mais une des raisons pour lesquelles les urgences sont surchargées, on compte sur eux pour régler le problème. Ça n'arrivera jamais. Le virage ambulatoire en France n'arrivera pas. En tout cas, pas dans ces conditions-là. Alors, moi, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt parce que l'urgence, c'est pas là où je vis quotidiennement, mais j'y passe. Et du coup, j'ai fait ton externe il y a 10 ans, tu sais. Ouais, tu m'avais dit, ah, ça y est, tout ça parce que j'ai parlé d'âge au début, tu voulais me mettre un petit uppercut bien envoyé. Moi, je me demande, messieurs, parce que Sébastien, il a dit un truc très important. Il a dit, nous, à Strasbourg, on a l'impression que les gens qui viennent aux urgences pourraient pas aller ailleurs. Ils relèvent des urgences. Et en fait, je pense que quand Sébastien a dit ça, il fait allusion à la notion de bassin de vie qui sont différents. C'est-à-dire que les urgences s'appellent urgences partout, mais les populations à gérer sont pas les mêmes. Et moi, si on me demandait mon avis pour organiser les services d'urgence, je tiens à le dire, ce qui n'est pas le cas, on me demande pas mon avis, mais je vais le donner quand même. En fait, je pense qu'il faut partir sur une idée que, globalement, dans des urgences, il y a souvent un déchocage. Ça, on sera tous d'accord là-dessus. Il y a souvent une aile dédiée à la, comment on appelle ça, la bobologie. J'aime pas parce que je trouve ça un peu méprisant presque, mais à la petite traumato et plaie, etc. Il y a souvent quand même une partie qu'on appelle UHCD ou HPDD, c'est-à-dire des lits qui ont besoin d'une mini-hospitalisation, des patients qui ont besoin d'un regard médical, parfois pendant 24-48 heures, le temps de trouver une place dans un service. Et puis, il y a ce que vous dites tous. Probablement la place, et d'ailleurs, ça existe dans certains endroits, à Voiron, là où j'avais été filer un coup de main, il y avait ça. Il y avait des médecins généralistes dans le service qui font, en fait, entre guillemets, faisant fonction de médecine de ville la nuit à l'hôpital. Et moi, je me demande si, en fait, il ne faudrait pas imaginer que, je crois que j'ai parlé de 4 items différents là avec vous, que chaque service a 4 items différents, envisager ces 4 items comme 4 services différents, et après l'adapter aux besoins des bassins. C'est-à-dire que quand on est à Strasbourg, on a probablement besoin d'un gros déchocage. Ça, c'est à peu près sûr. Pierre, Catoire, je vais revenir tout de suite vers toi. Je te promets que tu répondras. Je voudrais poursuivre, retenter la présentation de Pierre Schwab, s'il veut prendre la parole et se présenter. Je ne sais pas si tu nous entends, Pierre, qui est infirmier aux urgences et membre du collectif Interurgence. Je l'ai vu se connecter, mais je ne sais pas, je pense qu'il n'est pas là. Alors écoutez, je vais passer la parole à un invité qui n'était pas prévu initialement, mais c'est intéressant parce qu'on parle des IBOD, on parle des urgentistes. À travers moi, on pourrait dire qu'on parle un peu de réanimation. Et alors, les anesthésistes, qu'est-ce qu'ils pensent de la nuit, de la permanence des soins? Il me semble, à Noir, hein, j'imagine que vous êtes anesthésiste. Non, pas du tout. Je suis pas anesthésiste. Non. Ah,
Je suis urgentiste, c'est vrai que je suis au Ah, SNFAR, d'accord. qui est Ah, un d'accord, syndicat excusez-moi. élargi, mais élargi à toutes les spécialités. Et Exact. justement, Non, mais c'est à cause de Christelle Baldé qui me donne une information sur deux. Pour moi, je vous ai assimilé anesthésiste, mais bien évidemment, le SNFAR, c'est pas que ça, mais ça change rien. Je vous laisse la parole quand même. Vous, bah voilà. alors, vous travaillez au SNFAR, qui sont nos amis, hein. On bosse beaucoup avec eux depuis l'histoire du collectif. C'est quoi votre avis sur tout ça? La question, c'était, Anouar, finalement, euh, euh, on met le doigt sur la problématique des lits d'aval. On a mis le doigt sur la problématique de la médecine d'amont par la médecine générale. Là, on a parlé un peu de la permanence des soins et finalement la valorisation, du manque de valorisation de la permanence des soins. Je pense quand même qu'on touche dans le vrai, enfin, on touche un peu, on est dans le vrai, là, hein. Qu'est-ce que c'est le point de vue d'Anouar? Et dites-nous où vous travaillez pour savoir dans quelle structure vous êtes. Bah, je vais vous dire, bon, voilà, je suis PH, temps plein, je fais 51 ans et je travaille au SAMU-SMUR de Versailles, l'hôpital de Versailles. J'ai intégré le SNFAR, entre autres, hein, pour des problématiques de permanence de soins qu'on retrouve chez les urgentistes, mais également chez les anesthésistes réanimateurs. Et les points communs faisaient que je me suis engagé chez eux pour ça, entre autres. Et la permanence des soins, c'est vraiment, on va dire, quelque chose de très, très important à régler, en tout cas, ou à améliorer. Sinon, la fuite des praticiens, des infirmières ne s'arrêtera pas. La permanence de soins, le travail de nuit et le travail de week-end, c'est quand même 2/3 du temps de travail dans une semaine. Donc, c'est hyper important. Outre les rémunérations, vous avez parlé de ça tout à l'heure, de l'indemnité de garde et autres, il faut savoir, en tout cas au niveau des médecins, que l'indemnité de garde n'a pas été revalorisée depuis 2003. Ça fait 19 ans qu'on est au même tarif d'indemnité de garde, alors que la vie, vous voyez, elle est de plus en plus chère. Ça ne correspond plus à rien du tout. Et lors du Ségur, quand on a voulu négocier justement là-dessus, Olivier Véran disait, bon, on va la valoriser de 50 €, cette indemnité de garde, mais ça rattrape pas du tout les 19 années. Et en sachant que la pénibilité que représente le travail de nuit, on avait fait regarder des articles sur l'espérance de vie. Au minimum, le fait de travailler la nuit vous grève de 7 années d'espérance de vie. Donc, on a essayé de le valoriser à travers une revalorisation des indemnités de garde. On a essayé de le faire reconnaître comme par un compte pénibilité, ou peut-être que quand on est urgentiste, que ce soit infirmier ou médecin, vous partiez à la retraite, par exemple, 2 ans plus tôt. Vous voyez, des choses comme ça. Et ça, le ministère a jamais voulu aller dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que pour nous, ça semble essentiel qu'il y ait une sorte de justice ou une reconnaissance du travail de permanence de soins qu'on fait pendant toute une carrière, ou une grande partie en tout cas. Et si ce n'est pas reconnu, ça dévalorise un petit peu, entre guillemets, notre exercice, et ça fait partir des gens. Outre ça, je suis complètement d'accord avec vous, l'amont est malade. L'amont, je dirais, c'est la ville. Il n'y a pas assez de praticiens de ville. Il y a également plusieurs facteurs, c'est multifactoriel. Le nombre de patients vus est moindre. L'hôpital va pas bien, c'est l'aval. Et le monde de l'urgence, que ce soit les SAMU-SMUR et les SAU, on est à l'interface des deux. Lorsque Jospin en 2002 a dit, pardon, Jospin en 2002 a exonéré, on va dire, les médecins de ville de faire des gardes de ville obligatoires, et ben il a fallu le compenser, et on le compense depuis 2003. Et voilà, et ça s'améliore pas. Je dirais que souvent les médecins de ville travaillent avec des plannings assez denses. Les consultations de soins non programmés, ils en mettent quelques-unes dans la journée, mais pas beaucoup. La visite n'a pas été revalorisée. Il faut savoir qu'une visite, c'est une consultation de 25 € plus 10 €, 10 € pour aller faire une visite. C'est-à-dire que vous mettez 1 heure pour aller voir un patient, et le gouvernement n'a jamais voulu le revaloriser pour que ça soit attractif. Donc, résultat des courses, vous n'avez pas de médecin de ville qui visite nos personnes âgées, qui a un vrai enjeu dans les prochaines années, actuellement et dans les prochaines années, de santé publique. Nous, on demande depuis des années à revaloriser les visites. Pourquoi je dis ça? Moi, quand je suis en régulation au SAMU, douleur abdominale, c'est l'exemple que vous preniez tout à l'heure, une personne âgée ou autre avec une douleur abdominale, si on a un médecin qui peut aller la voir, et ben peut-être qu'on n'aura pas besoin de se faire emmener sur l'hôpital.
Et donc, ça fait quoi? Ça fait une ambulance en moins, 150 €, plus l'hospitalisation aux urgences, je ne sais pas combien d'euros. En gros, vous gagnez 200 €, alors qu'on ne veut pas revaloriser les médecins de ville. On les met à 35 €. Ça n'a pas de sens. Alors là, il y a eu un déblocage récent pour les médecins de ville. Le gouvernement a octroyé les visites, les a revalorisées. Au lieu qu'elles soient à 35 €, ils peuvent faire un tarif à 70 € pour les patients qui sont en ALD. C'est-à-dire qu'ils ont une pathologie chronique et ils ont le droit par patient à 4 visites dans l'année à 70 € par patient. Alors, je ne sais pas si ça va changer quelque chose, mais globalement, voilà. Nous, en tout cas, sur l'Île-de-France, en tout cas, même à Versailles, hein, les médecins SOS, même en pleine nuit, vous n'arrivez pas à les faire décoller pour faire une visite ou quoi que ce soit, hein. Et d'ailleurs, de plus en plus, SOS ont des cabinets de consultation, même en nuit profonde, entre de minuit à 8 heures, où ils consultent et ils ne se déplacent plus. Donc, globalement, le système fait que la paroisse de soins repose la nuit, en tout cas, et les week-ends, de plus en plus sur le SAU et sur le SAMU-SMUR. Donc, ça pose vraiment des gros soucis. Alors, on essaie de se débrouiller pour en finir là-dessus. Nous, on a essayé de créer à Versailles un article 51. C'est quoi un article 51? On a monté un dossier avec l'ARS Île-de-France pour monter une sorte de maison médicale avec des généralistes qui seraient présents de 8 heures à minuit tous les jours, du lundi au dimanche. Il y a certains médecins généralistes qui sont plutôt partants. Ça fait 4 ans qu'on est là-dessus. L'ARS n'est pas hyper facilitante. Là, c'est bon, on a eu les accords récemment, mais ça fait 4 ans qu'on est là-dessus. Et je pense que tout le circuit court, par exemple, du SAU, on a, je sais pas, une soixantaine on a à peu près, nous, on est autour de entre 200 et 250 passages adultes par 24 heures au SAU. Il y a à peu près 60-70 patients par jour qui sont du circuit court, c'est-à-dire de la consultation plutôt de médecine de ville. Et ben, si ces généralistes-là pouvaient les voir, on pourrait se recentrer sur plus on va dire, des profils de patients qui font partie de notre cœur de métier. Et je rebondis sur ce que disait Arnaud. Les urgences sont différentes, c'est vrai, d'un établissement à un autre. Nous, par exemple, on hospitalise à peut-être 24-25% les patients qui passent au SAU parce qu'on a une population très âgée sur le bassin de population de Versailles. Et donc c'est des prises en charge plus complexes. Et donc, peut-être qu'à Strasbourg, c'est différent. Peut-être qu'à Bordeaux, c'est également différent. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir une adaptabilité par rapport au bassin qui devrait être différente. Voilà. Mais l'aval est très important. Le virage ambulatoire, je vous le dis clairement, pour moi, on va dire, c'est de la communication. Ils ont même pas mesuré le nombre de patients, entre guillemets, qui revient à l'hôpital via les urgences, soit par le SAMU, soit par les SAU. Pourquoi? Parce que voilà, c'est juste un concept pour fermer des lits. Ça ne va pas plus loin que ça, hein. C'est un argument supplémentaire. Voilà, en tout cas. Je voudrais revenir. Bon, tu as dit plein de trucs. Ça rejoint beaucoup finalement ce qu'a dit Sébastien. C'est très intéressant. Ça nous apporte des idées de propositions et de solutions pour aérer les urgences et en tout cas essayer de lutter contre la situation d'engorgement actuelle. Quand même, Anouar, alors je sais que j'imagine que très probablement tu es au courant de ce qui s'est passé au Ségur. En fait, j'étais même pas au courant de cette histoire des 50 €. Moi, ce que je sais, c'est que le SNFAR a quitté les négociations et à juste titre, et je les en remercie. Et du coup, les syndicats restants n'étaient pas des syndicats très habités par la permanence des soins, raison pour laquelle ça n'a pas été abordé dans le cadre du Ségur de la santé. Mais moi, je reste très inquiet parce que je vais vous le dire, mais vous êtes sûrement tous au courant. Vous savez qu'en ce moment, il y a des négociations pour revaloriser la garde et a priori, il y aura un accord de principe pour doubler la garde de PH partout. On en parlait ce matin avec des réanimateurs, mais moi, je suis désolé, hein, ça ne suffira pas. Hein. Doubler la garde, en sachant que le tarif, il a 20 ans, doubler la garde, ça ne suffit pas. Et on ne résoudra pas les problèmes et on n'empêchera pas les gens d'aller faire de l'intérim. Ou alors, il faut vraiment complètement plafonner l'intérim. Et excusez-moi, j'ai eu un appel, excusez-moi. Il faut vraiment plafonner l'intérim au point d'écurer les gens pour ne plus y aller. Mais si on fait ça, on va tuer plein d'hôpitaux qui ne fonctionnent qu'avec de l'intérim. J'ai été contacté, comme tout le monde, par LinkedIn. Vous savez, de temps en temps, je réponds à des annonces de chasseurs de tête qui sont missionnés par des hôpitaux. Et là, c'était quelqu'un qui était missionné par Brest
pour l'hôpital de Carhaix, mais en anesthésie, aux urgences, alors peut-être pas aux urgences, mais en anesthésie, ce ne sont que des intérimaires. Donc moi, les gens qui font la chasse aux sorcières, aux intérims, je parle pas de l'intérim à 3 000 € par 24 heures. Hein. Je parle pas de ça. Hein. Moi, je parle de l'intérim acceptable à 1 200 € pour 24 heures. Moi, je pense que les salaires devraient être alignés là-dessus. Bon, bah, ça, c'est mon avis, mais je crois qu'on ne prend pas cette direction-là. Et à mon avis, on a tort parce que ça ne va pas résoudre le problème. Est-ce que, alors, Anouar, Sébastien, Pierre. Et juste, Arnaud, il y a Pierre Oui. Schwab, il faut que tu lui débloques son micro, là, il veut parler bon depuis tout à l'heure. Ah bon, Ouais. mais moi, mais je fais jamais ça d'habitude, je n'ai jamais besoin de débloquer les micros, moi. Bah, apparemment, il ne peut pas parler, voilà. C'est juste Il pour peut- te dire ça. Ah bah alors attendez, alors il faut que Pierre il parle, hein, parce que, bah mince alors, demandez à réactiver le son. Voilà. Pierre, tu Non, m'entends? c'est bon, j'ai réglé le problème. Oh là là, Non, je sais pas pourquoi mais- ça a bloqué. Bah, Il Pierre, fallait l'autorisation excuse-moi. Hein. pour ouvrir mon micro. Bah, Non, mais y a Pierre, pas de souci, je suis désolé excuse-moi, pour mon retard. c'était. Non, mais je voulais J'ai pas notre que réunion. le CIU s'exprime. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, on me bat. Pierre, donc je te laissé te présenter. Pierre, tu es infirmier aux urgences à Paris. Je ne sais plus dans quel hôpital, tu vas nous le rappeler. Tu es quelqu'un de très investi depuis longtemps, membre important du collectif Interurgence. Je vais te laisser te présenter, puis j'enchaîne tout de suite avec une question. Pierre, je crois que la fermeture des urgences, c'est surtout un problème médical. J'ai l'impression. Cependant, je sais que ça a un impact aussi sur les équipes paramédicales et vous avez du mal à pérenniser dans le temps, à fidéliser le personnel paramédical dans les services d'urgence. Et tu m'avais dit un truc quand on s'était vu l'année dernière à Paris, là. Tu m'avais dit de l'époque de la grande époque des urgences, on n'est plus que 3 ou 4. Tu m'avais dit un chiffre qui m'avait vraiment impressionné. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder le personnel aux urgences? Parce que c'est un peu comme en réa. Hein. On ne s'improvise pas du jour au lendemain infirmier aux urgences ou infirmière. La fidélité, c'est important. Moi, je pense que la fidélité, c'est important et qu'elle doit être rémunérée et que ça doit être un levier pour augmenter les salaires. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pérenniser des acteurs motivés aux urgences? Alors que Anouar, il nous l'a bien dit, hein, la pénibilité, elle est énorme. Et ça, faut pas l'oublier quand même. Hein. Quand on doit travailler la nuit et les week-ends, c'est quand même pas comme tous les autres métiers ou tous les autres services. Excuse-moi, Pierre, d'avoir été long. Je te laisse la parole. Bon, bah, je tiens d'abord à te remercier pour ton invitation. Je m'appelle Pierre Schwab, donc je suis infirmier depuis 10 ans de nuit aux urgences de l'hôpital Beaujon. Et depuis 5 ans aussi délégué syndical et depuis 3 ans membre du collectif Interurgence. Et l'année dernière, j'étais vice-président. Cette année, je suis coprésident, ce qui ne change pas grand-chose. Donc, je suis assez investi dans cette lutte, en tout cas, qui était à l'origine pour la reconnaissance des urgences et plus largement pour la défense de l'hôpital public. Comment dire? Après 3 ans de mobilisation, le constat il est assez amer. Hein. Je peux le redire hein, sur les professionnels qui composaient le CUI, on était très très implantés dans les urgences, notamment de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Je pense qu'à l'heure actuelle, sur les 50 qui devaient faire partie du collectif Interurgence à l'origine à Paris, il ne va plus rester que 3 ou 4 personnes qui travaillent encore aux urgences à l'heure actuelle. C'est pas extraordinaire, c'est assez en fait récurrent dans notre milieu. On est sur une espérance de vie infirmière qui est de 4 ans. Donc après, la question, c'est que faire contre ça, une fois qu'on a le diagnostic, effectivement, notre métier qu'en tout cas la profession infirmière au sein de l'hôpital n'est clairement pas attractive sur le long terme et ne permet pas de fidéliser le personnel. La question c'est pourquoi. Donc on a un système de management très particulier au sein des hôpitaux. On n'a absolument aucune démocratie sanitaire et surtout on a une politique très clairement qu'on subit et qui est principalement fixée sur la rentabilité et plus largement une certaine idéologie de destruction du service public. Face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire, mis à part mobiliser les populations? Alors la situation, elle est disparate, hein, comme à chaque fois. Il y a Paris et le reste de la France. Si à Paris on a pléthore, je dirais pas ça, mais si on a accès plutôt facilement à une structure quand elle ferme, en province, par contre, quand on ferme des urgences, ça se traduit par 50 km. 50 km, en fait, ça se traduit très clairement par exemple, vous avez l'augmentation la diminution
pardon, l'augmentation de la mortalité infantile, sur les naissances, pardon, avec la suppression qu'on a eue depuis 2012 des maternités et la multiplication, par exemple, des accouchements réalisés par les pompiers dans leur véhicule. Ça se traduit bien évidemment par une augmentation de la mortalité générale chez les enfants de moins d'un an. Face à ce constat, on peut se dire que sans la population, en fait, on ne peut pas faire grand-chose. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est d'expliquer, de montrer à la population la nécessité d'avoir un service public, en tout cas d'accès aux soins pour tous, qui soit égalitaire pour tous et sur tout le territoire. Et ça, autant en province, on peut compter sur la population, autant sur Paris, c'est un petit peu plus compliqué. Et comme à chaque fois, en fait, les décisions, ça Paris, ça se prend. Donc ça complique vraiment, vraiment un petit peu les choses, même si on est tous d'accord pour dire qu'actuellement, l'urgence est vraiment dans notre système de santé, ou en tout cas d'en redonner un second souffle à l'hôpital. On a cru l'avoir pendant la première pandémie et on s'est fait un petit peu on s'est pris un coup de massue avec le Ségur, parce que très clairement, c'était très clairement l'inverse de ce qu'on demandait, hein, en termes de politique générale et surtout salariale. Alors sur le salaire, on peut en revenir, mais chose simple en tout cas pour le service public, on peut tout à fait demander le dégel du point d'indice et son rattrapage, ce qui déjà répondrait très clairement à notre problématique, puisqu'il évoluerait année par année, on n'aurait pas besoin dans 5 ans de se retrouver pour refaire une mobilisation pour regagner de l'argent. Donc ça serait un premier point, mais qui n'implique pas que l'hôpital. Donc là, on part sur un groupe beaucoup plus large. Voilà. Après, les urgences, on est la vitrine, hein. Ça, c'est ce qu'on disait déjà en 2019, on est la vitrine de l'hôpital, mais aussi de la société. C'est-à-dire, c'est que si la société va mal dans les déserts médicaux, ça se retrouve aux urgences. Si l'hôpital va mal et n'arrive pas à libérer des lits d'aval, ça se retrouve aux urgences. Donc en fait, les urgences, c'est un petit peu le vecteur de tout dans la société. C'était le premier endroit qui a craqué à l'hôpital, et c'est l'endroit qui aujourd'hui, on voit, il ferme. Donc il craquait en 2019 et aujourd'hui en 2020, il ferme sur le territoire parce qu'on a trop tiré sur la corde et qu'au final, les professionnels abandonnent, et c'est ça qu'il faut arrêter, puisque les professionnels sont quand même des personnes excellentes. On a perdu énormément de professionnels excellents qui étaient expérimentés. On a un rajeunissement, j'ai rien contre les jeunes, mais on perd en expérience à l'hôpital, et ça c'est assez dramatique. Et ça, il faut absolument lutter contre ça, je pense. Et ça, c'est la première urgence en tout cas. Mais ça encore, c'est une volonté politique, parce que je le répète à chaque fois, mais c'est pas les professionnels qui fuient l'hôpital, hein. C'est l'hôpital qui les chasse. Et je m'arrêterai là. Pierre, merci. Merci. On pourrait t'écouter on pourrait t'écouter longtemps, parce que tu as tellement bien cerné le sujet que tu es vraiment passionnant à écouter. Tu as dit beaucoup de choses. C'est assez dramatique. Le ton est grave, hein, mais c'est normal parce que vous êtes comme ça mobilisés depuis longtemps. Alors les gens, ils se fatiguent aussi, et puis une forme de résilience qui s'installe. Écoute, moi, alors je vais vous repasser la parole à tous pour conclure, parce que le temps passe vite. Moi, j'ai juste envie de te répondre, Pierre, que c'est un peu comme ça me fait penser à ma gamine qui passe des examens, mon aînée. Quand elle me dit papa, je stresse, et je lui dis boss. Je lui dis boss. Je me dis, on est tous inquiets et mobilisés. Et ben, il faut continuer. Il faut continuer à se mobiliser. Je crois qu'il faut continuer à se parler comme on le fait. Parce que moi, mais bon, vous me connaissez, hein, il y a quelque chose qui est fondamental pour moi, je crois, c'est l'union des forces. Il n'y a rien qui me fait plus de peine que de voir qu'en fait, on est un peu dispersé dans le message et dans le combat. Voilà. Je suis désolé, hein, c'est pas très joyeux de parler comme ça aujourd'hui, mais c'est quand même la réalité. Enfin, Pierre, je suis certain que tu me contrediras pas. Enfin, tu peux pas me contredire là-dessus. Je crois que unis, il y a que comme ça que ça peut marcher. Ça, c'est sûr. On a déjà eu l'occasion d'en parler plein de fois avec Pierre Catoire, avec Sébastien, etc. Bon, je vais pas y revenir. Et ça me semble quand même fondamental, ça, vu les enjeux. Bon, voilà pour mon petit mot. Et je te remercie vraiment, Pierre, pour cette synthèse. Je vais vous repasser la parole à tous. Alors, je crois qu'on avait commencé par Sébastien. Et puis, on fera Sébastien, Rachid, qui est vieux, Pierre Catoire, qui a été mon externe. Et puis, Anouar aussi,
bien sûr, si vous voulez mettre un petit mot. Et puis, écoute, Pierre, si on a le temps, je te laisserai reconclure, Pierre Schwab. Sébastien, je te laisse parler. Ouais, il y a plein de bonnes choses qui ont été dites et je pense bien Ouais. synthétisé. Anouar l'a très bien dit. Enfin, ça n'a fait que voilà. Pierre Schwab aussi. Enfin, tout le monde a bien dit les choses. Il n'y a pas qu'une histoire de financement, il n'y a pas une histoire de revalorisation. Il faut voilà, il y a une histoire de se donner les moyens pour que les gens respirent et continuent à avoir du sens dans leur travail. Et ça, c'est important. La revalorisation, c'est indéniable et c'est nécessaire. Donc, enfin, je ne veux pas redire tout ce qui a été dit, mais il y a une profonde urgence. C'est vrai que là, pour le coup, en effet, on rejoint les différents mouvements. Nous, on a fait la minute de silence. L'hôpital va très mal. Je rejoins vraiment Pierre et le constat de chacun. Ça va mal. C'est très inquiétant parce que je pense que il en va de notre liberté de la République parce que l'accès aux soins pour tous, c'est nécessaire et c'est important. L'hôpital public en est un pilier. Voilà. Donc, je ne sais, c'est compliqué de lutter parce que tant que la population n'en prendra pas conscience, et je crois que Pierre l'a aussi bien dit, voilà, on a besoin de la population et on a du mal à la mobiliser. Voilà, nous on essaye malgré ça d'agiter les choses. Le contexte actuel ne nous favorise pas tout ça, mais il est peut-être d'autant plus important de se dire qu'il faut conserver nos services publics et voilà, que le système, enfin, que l'argent ne se doive pas, on va dire, que l'argent ne soit pas le vecteur des règles, hein, parce que ça sera le pire de ce qui peut arriver, et que aussi une chose importante, je pense que dans nos directions, dans nos autorités de tutelle que sont l'ARS et nos ministères, mon sentiment de plus en plus, c'est qu'on n'a pas le sentiment qu'ils rament dans le même sens que nous et que beaucoup de ces structures se défaussent de leurs responsabilités. Et peut-être un des points qui serait aussi important, c'est à un moment donné qu'ils prennent, qu'on remette dans la colonne de responsabilité nos autorités de tutelle, parce que moi je vois tous les jours, on a beau appeler les directeurs la nuit pour dire mais qu'est-ce qu'on fait? Et ça fait des années qu'on leur dit, et à chaque fois il ne se passe rien. On a déjà fait des propositions au directeur avec un bed manager, des choses assez simples, il ne se passe rien, et là ça devient catastrophique. Donc il est important qu'en effet, eux aussi soient responsables. Tous les jours, nous, on est présents, on est en effet là, jour comme de nuit, on assume nos responsabilités pour nos malades et il faut que, en effet, nos collègues au sein de l'administration, nos directeurs aussi surtout, et nos autorités de tutelle assument aussi cette responsabilité. Voilà. On n'a pas le temps d'exposer encore les choses, mais j'aurais eu pas mal d'exemples à donner vis-à-vis de cette Cependant, Sébastien, tu sais, on peut refaire cette session. Il suffit qu'on se bloque un moment et on peut tout à fait aller plus loin. Merci beaucoup, Sébastien. Je continue le tour de table de conclusion. Moi, quand même, je te réponds, mais tu connais sans aucune polémique. Quand tu dis si la population, Pierre le dit, tu le dis, je suis sûr que Pierre Catoire, il va le dire, je suis sûr qu'Anouar, il va le dire aussi. Pour avoir la population, on a les clés en main, on a les solutions. La population, si tu lui dis, tous les collectifs sont unis et sont unis avec les syndicats, c'est plié en une semaine. Je te l'accorde. Je vais quand même juste pour dire un mot de ça. Je suis d'accord avec toi. En effet, nous, voilà, l'histoire de la minute de silence, ça n'appartient à personne. C'est l'idée d'être fédérateur et une façon d'exprimer les choses simplement. C'est que ça permet à tous les soignants de descendre, voilà, très peu de temps et en effet être dans des lanceurs d'alerte pour prévenir la population. C'est l'objectif, c'est simple et surtout, ça se veut sans étiquette, même si le message reste au final politique. N'empêche que voilà, on dit qu'on est apolitique, asyndical, et là encore, les syndicats sont essentiels dans le quotidien, dans tout ce qu'ils font. Donc, c'est pas d'exclure, bien au contraire. C'est plutôt de chercher à dire que ça n'appartient à personne, mais au contraire, il faut que tout le monde s'associe. Et je dois bien reconnaître que c'est important que tout le monde s'associe. Voilà, des fois, il y a des craintes. C'est pas toujours simple. Non, mais moi, alors ça aussi, je le respecte. Non, mais merci pour ton propos qui est vachement apaisant à entendre. J'en doutais pas, Sébastien. Hein. J'en doutais pas. Mais je crois qu'il faut aller juste un peu plus loin. Évidemment, la minute de silence, elle appartient à personne. Le collectif sont en danger, il appartient à personne. Tous les gens, il y a une asso, alors il y a un conseil d'administration. Mais bon, moi, je ne serai pas éternel, les gens le savent. Et le SNFAR, il a ses fonctions, et le CIU aussi, et puis Pierre Catoire également. Mais là où je voudrais juste, vraiment encore, j'insiste, la population, il faut juste lui montrer que la communauté
des représentants, elle est soudée. Si on montre ça, c'est plié. Bon, c'est pour ça que j'ai créé le collectif Santé en danger. Alors, évidemment, hein, je mets de l'eau à mon moulin. Et puis, si on n'y est pas arrivé et qu'on n'y arrive pas, c'est probablement de ma faute. Et puis, s'il y a des craintes, on fait peut-être allusion encore à un autre grand collectif qui est pas vraiment représenté ce soir, c'est probablement à cause de moi. Mais ce qui est certain, c'est juste ça que je voulais dire. Et puis, je passe la parole au suivant. Et puis, c'est pas grave si on déborde un peu. Ce qui est certain, c'est que les craintes, Sébastien, quand tu dis il y a des craintes, ce qui est certain, c'est que si on ne le fait pas, alors là, on a toutes les raisons possibles d'avoir des craintes pour que rien ne change. Tu comprends? Parce que quand on dit l'enjeu, c'est de changer les choses, il vaut mieux avoir des craintes de se dire oh là là, lui, on ne sait pas trop où il veut aller. En l'occurrence, comme toi, tu sais, nous, enfin, le Santé en danger, on est apolitique, insyndical, on aime nos amis syndicats, on ne fera jamais leur job. Et nous, on appelle les gens à se syndiquer. Et moi, malgré l'épisode parrainage qui, vous l'avez compris, était un truc de com', je ne ferai jamais de politique. Je vous le dis, c'est écrit dans le marbre, par exemple. Tu vois, donc en fait, tu vois, des gens qui disent oh là là, bon. Et donc, c'est ça qui me rend un peu fou, c'est que je suis sûr qu'on a la solution, elle est devant nous. Mais ce qu'on fait ce soir, c'est vachement bien. C'est hyper bien. Je te rejoins sur le fait que je parlais de crainte parce que voilà, c'est une façon de constater les choses. Malgré ça convergent. La preuve, c'est que voilà, il y a des choses qui se font, ça se fait, et au fur et à mesure, il y a quand même des rassemblements qui se font. Voilà, faut probablement laisser le temps, même si là il y a urgence. Mais c'est ça le truc. Quand même hein, le sentiment quand même que ça conflue. Après, tu sais, c'est comme tout. Le sentiment, c'est qu'il y a des moments où il y a des conjonctures. La preuve, encore une fois, la conjoncture n'est pas obligatoirement favorable pour entre guillemets, que la santé soit prise à sa juste valeur, mais c'est comme ça, il faut faire avec, il faut s'adapter. Et ben, quand il y a une idée et une lame de fond, moi, je crois que je veux croire et espérer que ça va finir par aboutir, même si j'avoue que par moments, il y a des moments de découragement, mais comme tu le dis, il faut probablement essayer de rien lâcher à la mesure de ce qu'il est possible de faire. Après, par moments, je me demande très sincèrement, encore une fois, je rejoins, j'entendais ce que disait chacun, et entre autres Pierre Schwab, mais je me demande dans quelle mesure on ne cherche pas à privatiser les choses, même si j'essaye de me l'enlever de la tête. N'empêche que probablement qu'il faudra peut-être en arriver à ce que le système s'effondre, même si je le dis avec beaucoup de gravité. Mais le problème, c'est que oui, on pourrait. Bon, moi, j'y crois pas du tout par des infos qu'on a tous les mêmes contacts, mais par des infos. On sait que c'est un dossier qui est sur la table, c'est une option, hein, mais ils le feront pas, pas tout de suite en tout cas. On a encore. Non, mais la fenêtre de tir présidentielle, la privatisation. Ils iront pas très loin là-dedans. Il faut absolument, dans l'absolu, lutter contre ça parce bien que sûr. Si on en arrive là pour le coup, voilà. Bien sûr. Non, je disais juste que l'hypothèse est sur les bureaux, mais ils pourront pas. Et alors là, merci Orpea, parce que là, vraiment, c'est vraiment une excellente vaccination contre le privé, en tout cas. On continue le tour de table. Pierre Catoire, écoute, ça te plaît tout ce qu'on entend ce soir? Oui, moi je l'avais dit depuis le début. Alors j'ai eu une vieille carrière déjà de m'être battu sur des questions à l'époque pour les étudiants en santé et d'avoir déjà vu ce que donne à la fois il y a toujours un équilibre stratégique entre le fait d'avoir un discours cash qui permet d'aller passer des murs médiatiques, qui permet ah putain, c'est vrai, il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux, ah putain, en l'occurrence pour nous, on sort des tentes, etc. Je dis, bah ouais, les gars, c'est ça qui se passe. Et un discours qui permet d'ouvrir, on va dire, la porte à une discussion, une négociation avec les institutions avec qui on a besoin de discuter des trucs. On va dire que là, je pense que on va tous être d'accord sur le fait que la temporalité, elle est plutôt à aller cash. Quand on a des gens qui la découvrent, manifestement, la situation des EHPAD, ça m'a fait un petit peu mal aussi quand même, parce que les EHPAD, on est tous au courant de comment ça se passe depuis des années. Quand en face, il va falloir se battre pour construire une actualité, alors qu'en face, c'est la guerre en Ukraine, il va falloir envoyer un petit peu fort. Oui, mais ça Pierre, tu sais, si je peux me permettre, c'est un faux problème. Ah. Je pense que c'est un faux problème. C'est un réel problème par rapport à la présence médiatique de ce thème-là qui est terrible. Et je sais que tu es impliqué, tu files un coup de main, on le fait aussi dans le collectif.
ça vampirise évidemment la présence dans les médias, mais de toute façon, le Covid n'est plus vraiment d'actualité. Donc, de toute façon, tu sais, s'il y avait pas l'Ukraine, on parlerait pas forcément beaucoup plus de la santé. Moi, je pense que c'est un faux problème parce qu'il y aura quand même un peu de campagne. Il y a un peu de campagne. Il faut bien que les candidats s'avancent avec des propositions sur les sujets qui concernent les Français. Donc, même s'il y a l'Ukraine, moi, je prétends qu'il y a la place. Il y a la place, mais il faut le faire en one shot. Hein. C'est vraiment tapis. Voilà, non, mais on va être d'accord en fait. Hein. C'est que moi, je dis ça pour dire que on n'a pas les moyens de gâcher quelques moyens et quelques actions que ce soit pour se faire entendre parce qu'on ne tiendra pas 50 plus. Et donc, il n'y a pas d'autre moment. Nous, c'est ce qu'on essaye de dire, justement, comme on en parlait dans les minutes de silence qu'on fait aussi, qu'on relaie beaucoup à Bordeaux, c'est n'ayez pas de regrets dans un mois de vous être dit, je ne suis pas assez bougé. Donc, c'est clair. Voilà, le moment de le faire, ça mobilise du monde. Et donc, moi, j'assume mon point de vue, qui est il faut faire une campagne de com blitz. Il faut faire tout ce qu'on peut là-dessus. Je pense la force que ça donne dans ces moments de crise-là, c'est qu'on arrive à rassembler, et c'est ce que tu fais là très très bien, rassembler beaucoup de professions différentes, rassembler beaucoup de sensibilités différentes et de façons de voir les choses différentes, mais on est tous sur la même dynamique. Moi, il y a des gens qui sont dans le service depuis 20 ans, qui sont syndiqués depuis 20 ans et qui m'ont dit on n'a jamais réussi à rassembler toutes les professions. On sait très bien que faire des collectifs médico-paramédicaux, c'est pas facile. Ils m'ont dit à Bordeaux, ça s'était jamais fait jusqu'à maintenant. Donc, il y a un alignement des astres qui est maintenant à faire. On souffre beaucoup, mais du coup, ça nous donne aussi beaucoup de force pour aller se battre. Et effectivement, la dynamique que tu as, on a parlé un petit peu, cette idée de jonction là-dessus, moi, j'étais très favorable. Mais je persiste à dire. Surtout qu'en fait, on veut tous la même chose. Et tu vois, c'est comme quand, par exemple, juste une anecdote, on a beaucoup aidé les sages-femmes. On a essayé d'aider les sages-femmes quand elles se mobilisaient. Il y avait 5 ou 6 représentations de sages-femmes. Ils voulaient pas tous la même chose. Et dans ces cas-là, il faut que les gens se mettent d'accord sur un truc. Et là, ce truc qui nous rejoint, qui nous lie tous, c'est quand même l'hôpital public, quoi. Donc voilà, ça me paraît. Alors, je continue le tour de table des conclusions. Alors, moi, je voulais juste finir une dernière phrase. J'ai oublié de dire ça, que j'étais absolument d'accord, mais de toute façon, comme à chaque fois, avec tout ce qu'a dit Pierre. Donc voilà. Et en fait, une fois qu'il a dit, après, on n'a plus rien d'intelligent à dire. C'est très pénible. Ouais, c'est vrai que c'est un peu pénible. Pierre Chaube, on t'invitera plus. T'es un peu énervant parce que tu prends la parole une fois, puis à la fin, tu dis voilà, j'ai tout dit, c'est fini. Et en fait, derrière nous, on galère un peu pour relancer la mécanique. Pierre Chaube, t'es dangereux dans les zooms. Évidemment, c'est amical et c'est une boutade, mais je sais que tu l'as compris. Rachid, moi, j'étais content que tu sois là parce que Rachid, il est vraiment, vous voyez, dans la défense d'une profession et en même temps, il est habité par ce truc-là qu'on essaie de porter ensemble. On se connaît bien, on s'entend bien. On est un peu devenus des potes, hein, on peut le dire, Rachid. Et en fait, on peut défendre notre corporation tout en défendant tous ensemble l'hôpital. Toi, tu es un bon exemple de ça. Nos collectifs, ils ont réussi. Il y a eu de la brouille au début. Hein, il y a eu de la brouille, mais on est retombé sur nos pattes. On s'est parlé. Je te laisse conclure aussi, toi aussi, ce petit zoom avec tes mots. Après Pierre Chaube, ça va être dur. Hein, mais... Non, mais merci Arnaud, en tout cas, pour les liens que tu tisses, parce que c'est vrai que tout à l'heure, je crois que c'est le premier Pierre qui disait que il y a une parole qui s'est libérée, la parole des soignants ces dernières années. Et je pense qu'on peut en être fier parce que tout ce qui est fait aujourd'hui, ça ne se faisait pas forcément avant. Et aujourd'hui, il y a une communication, même si des fois elle est un peu trash, qui doit certainement ouvrir les yeux à la population. Ça va prendre du temps parce qu'on sait que ça prend du temps, ce genre de choses. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose de positif parce qu'on est dans l'avancée. Et justement, toute la création de ces différents collectifs qui viennent en appui des syndicats, pour moi, c'est une preuve qu'il y a encore des collègues qui sont dans la mouvance. C'est-à-dire que nous, je peux vous dire, hein, moi, je suis là ce soir, mais derrière mon collectif, j'ai un bureau d'acharnés qui travaille énormément. Donc, il y a encore il y a des forces en présence et créer du lien comme tu peux le faire, Arnaud, je pense que c'est fondamental. Et comme tu disais, l'union
est hyper important, va être hyper important pour l'avenir, parce que le constat, il est accablant, on l'a tous fait. Hein. Dans les hôpitaux, c'est terrible, c'est très compliqué. Je pense que sur la privatisation, il ne faut pas se leurrer, on est en plein dedans. Et en tout cas, c'est très compliqué dernièrement de sortir la tête de l'eau dans certains établissements et ce n'est pas de bon augure. Mais en tout cas, il y a des forces en présence, des forces qui se lient. Et ça, pour moi, c'est le plus important ce soir à retenir, c'est qu'il y a des échanges, il y a des choses qui peuvent se faire par la suite. Et nous, en tout cas, dans notre esprit, on n'est pas défaitistes dans le sens où on arrive à mettre une pression. Alors, c'est vrai qu'on n'aime pas trop le terme de lobbying, mais on fait aussi un peu de lobbying envers les politiques. Et ça, il ne faut pas se le cacher parce que c'est comme ça qu'on arrive aussi à faire évoluer les choses. Parce qu'il y a des verrous qui sautent petit à petit, qu'on fait tous sauter. Et nous, de notre côté, on met aussi une pression juridique et je pense que c'est aussi une facette. C'est très bien. C'est une facette, je pense, que les collectifs, je pense avec Pierre, on a porté plainte contre l'État, le CIU, le CIB sur la gestion de la crise, la gestion des masques, etc. Donc, c'est des choses nouvelles, je pense, des choses qui ne sont pas faites et je pense que c'est un versant aussi à étudier. Et voilà, et pour moi, c'est de bonne augure pour la suite, même si je pense que tous dans nos métiers, c'est très compliqué. Il y a quand même un versant de lutte qui est important. Ouais, bien sûr, non, mais merci pour ces mots. Et avant de passer la parole à Anouar, je trouve ça assez symbolique que ce soit un syndicat qui conclut définitivement vraiment le Zoom. Tu vois, toi et moi, on a un souvenir assez précieux justement qui pour moi symbolise tout. Il y a un an, j'étais très énervé et puis je voulais absolument intégrer l'intersyndicale, tu sais, du mardi avec la CGT, avec le CIU, le CIH et puis CIB. Et puis je dis, moi, je voulais y aller. Et puis Pierre Rachid, il a fait partie des gens qui essaient de défendre l'entrée du collectif. Bon, finalement, ça s'est pas fait. Mais finalement, c'était un peu dingue ce truc parce que tu te dis, voilà, les gens veulent se rassembler, mais quand même entre nous, des fois, on se met des obstacles, quoi. C'est ça qui est dingue. Et souvent, moi, j'ai pris l'habitude de dire, hein, quand on me dit alors, ça va ton truc, le collectif, tout ça, je dis bah ouais, on apporte notre truc. Et des fois, je dis, mais je sais pas si les soignants et je sais pas si, enfin non, c'est pas ça que je dis. C'est souvent, qu'est-ce que c'est difficile de défendre des professionnels parce que une fois qu'on les a un peu rassemblés, il faut quand même se mettre d'accord avec toutes les autres structures. Et putain, qu'est-ce que c'est compliqué. Bon voilà, mais c'est un souvenir qu'on a ensemble assez sympa. Anouar, t'as vu bon, le SN Phare, faut que tu saches que le SN Phare, j'ai des liens très. T'es là, Anouar? Je te vois Ouais, bien plus. sûr. Ah, je te voyais plus. Faut que tu saches quand même que quand un jour j'ai eu Anne Vernet au téléphone, tout au début de la création du collectif, moi j'étais comme un enfant qui avait la reine d'Angleterre au téléphone. Hein. Pour moi, c'était le Graal, le SN Phare. Je me disais, mon Dieu, le SN Phare, il me parle. Et puis, on est devenus potes avec Anne. Et puis maintenant, c'est Emmanuel. Hein. C'est Emmanuel Durand, la présidente. On est très copains aussi. On a fait plein de choses ensemble. C'est chouette que ce soit toi qui conclue parce que des fois, on voudrait opposer les collectifs de professionnels aux syndicats. Or, je sais que Jeune Médecin est très en lien avec les gens de Strasbourg et de la Minute de Silence. Voilà, moi, je suis très en lien avec le SN Phare et d'autres syndicats, même des médecins, des syndicats de médecins de ville, hein, Jérôme Marty, etc. Enfin, voilà, tout ça, c'est une grande famille. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, pour conclure? La lutte, évidemment, elle doit avoir un côté elle doit être un peu professionnalisée, la lutte, hein, via les syndicats et puis les collectifs, comme Rachid il l'a dit, être capable de porter des textes, etc. Mais quand même, Anouar, l'enjeu, ce serait quand même que la mayonnaise, elle prenne et puis que les Français se disent, oula, ça doit être grave, parce qu'ils sont tous d'accord entre eux, quoi. Enfin, je caricature, hein, mais tu comprends mon message, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais avant d'être dans un syndicat ou quoi que ce soit, on est des soignants. Donc, il y a un sens à notre engagement depuis le début. Depuis qu'on est étudiant, on a envie de soigner correctement les gens et de le faire dans des bonnes conditions de travail. C'est ça, c'est ça, ni plus ni moins. Donc, on est apolitique. Il n'y a pas d'enjeu majeur. On est là pour essayer de faire au mieux avec les moyens qu'on a. En tout cas, je voulais revenir sur 4 petits points assez rapidement pour conclure. Sur l'attractivité, je suis d'accord avec certains d'entre vous. Il n'y a pas que la rémunération qui rentre dans l'attractivité. Il y a beaucoup les conditions de travail. Et moi, je milite depuis des années pour ce qu'on norme. On norme les surfaces des SAU. On norme les ressources humaines. C'est-à-dire que vous avez un flux de temps aux urgences
ou tant d'appels au SAMU, qu'on norme les effectifs en médecins, en ARM, en infirmières, en aides-soignantes. Et ça, on le réclame depuis des années, un peu comme les lits de réanimation pour les infirmières. C'est-à-dire que 3 lits de réanimation pour une infirmière. Et ça, nous, on milite depuis des années. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va améliorer les conditions de travail au quotidien chez nous tous. Et donc, d'avoir, par exemple, des services post-urgence dimensionnés pour les patients pour l'aval, en rapport avec les flux de patients sur le bassin de population qu'on gère, ça me paraît essentiel. Donc, l'attractivité, ça passe, oui, par les rémunérations, mais également par normer et les ressources humaines et les ressources matérielles. Et donc, ça, c'est indispensable. Deuxième point, alerter la population. Évidemment, on alerte la population. Mais attendez, la médecine d'urgence, globalement, au niveau des SAMU, c'est plus de 30 millions d'appels par an qu'on gère. Au niveau des SAU, il y a plus de 20 millions de passages de patients par an. Et donc, on alerte les gens, les populations. Ils voient bien que les conditions de travail ne sont pas adéquates et même leur traitement, leur prise en charge n'est parfois pas adéquate. Donc oui, il faut alerter, on fait des CP, on essaie de communiquer, on essaie d'aller dans tous les sens pour trouver, on va dire, des bras de levier qui permettent d'informer les gens, parce qu'on est vraiment, on fait partie de la permanence des soins, c'est un enjeu de santé publique majeur. Voilà, ça c'est pour le deuxième point. Sur le troisième point, la doxa, il faut savoir quand même, la doxa gouvernementale, depuis au moins 3 mandatures, depuis ces 15 dernières années, c'est la contrainte budgétaire. Donc, globalement, c'est Bercy qui décide. Et ça, c'est, en gros, c'est un tableur Excel. Et on peut leur donner toutes les mesures qu'on veut, toute la qualité, toute la gestion des risques qu'on veut. Il reste sur un tableur Excel. Et c'est Bercy qui décide en définitive. Et pour preuve, sur le Covid, par exemple, le quoi qu'il en coûte pour les hôpitaux, beaucoup de directions d'hôpitaux nous disent, écoutez, on n'a pas reçu les millions d'euros qu'on nous avait promis. C'est-à-dire que pour payer la dette du Covid et les prises en charge. Donc, on se retrouve avec des hôpitaux qui sont déficitaires, mais c'est une dette, entre guillemets, factice, à 6 millions par-ci, 10 millions par-là, pour l'année 2021. Et donc, ils n'ont pas touché les enveloppes du tout, qu'ils auraient dû toucher pour justement avoir combattu le Covid en réanimation, aux urgences, dans le service de médecine, en SSR. Et ça, c'est incroyable. Et donc, l'État fait ça depuis plus de 15 ans. C'est-à-dire qu'ils mettent des mesures, mais elles ne sont pas budgétisées. Et ça nous tue et ça tue l'hôpital. Et donc, forcément, votre directeur, quand vous lui demandez quelque chose, il dit, écoutez, je ne peux pas vous donner les sous que je n'ai pas. Donc, globalement, en gros, vous vous retrouvez face à un mur. Donc, vous ne pouvez pas embaucher, vous ne pouvez pas mettre du matériel. En gros, vous vous retrouvez bloqué. Quatrièmement, pour finir, privatiser, oui, évidemment, tout le monde pense à la privatisation et on a raison d'y penser parce que c'est à ça qu'ils pensent justement depuis plusieurs années, depuis au moins… Tu crois vraiment, Anouar? Tu crois vraiment ce que tu dis là? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le rachat de la dette des hôpitaux, vous voyez, il y a un rachat de la dette des hôpitaux là récemment. En général, c'est ce qu'on fait en général au niveau des entreprises quand on veut privatiser. Donc, il y a une volonté de privatiser. Ils ne vont pas tout privatiser, hein. Probablement que les CHU, pour l'enseignement, la formation, ils vont les garder publics. Mais sur un certain nombre de CHG, probablement, dans les années à venir, seront privatisés. Et Anouar, même avec le scandale, excuse-moi de t'interrompre, hein, m'en veux pas. Sur ce point-là, pour moi, Orpea, c'est un super vaccin anti-privatisation. Je me trompe? Oui. Non, mais effectivement, eux, ils ont poussé à l'extrême le système, mais le gouvernement, Orpea, ils étaient au courant de ce qui se passe. Nous-mêmes, on est au courant en tant que médecin urgentiste ou infirmier urgentiste ou autre. Dans les maisons de retraite, moi, je régulais hier, il y a une aide-soignante, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de praticien. Ils poussent à l'extrême. Pourquoi? Orpea, Corian et d'autres structures privées, ils sont à 12% de bénéfices par an. Qu'est-ce qui donne 12% de bénéfices par an actuellement en France? Rien. Pas le livret A. Voilà. Et donc, globalement, ils font 12% de bénéfices et le gouvernement le sait depuis des années. Mais ils les font sur quoi? Sur les ressources humaines, globalement. Donc, moins de ressources humaines, ils payent moins de salaires et c'est une volonté de privatiser, tout simplement. Et donc, demain, ils feront pareil avec l'hôpital public. Ils le font déjà pas mal. Donc, il y aura là où je te rejoins, c'est que finalement, même la politique est privatisée avec McKinsey. Donc, le pouvoir politique est privatisé maintenant. Bien sûr. Non, mais quand il y a les fonds de pension américains, ils sont intéressés par la médecine en France. Pourquoi? Parce que ça représente des milliards. Donc, demain… Bon, messieurs, c'était passionnant. Et vraiment, alors on a gratté 22 minutes. Ça devait se finir à 20h, mais on était nombreux, c'est normal.
Merci à tous d'avoir pris sur votre temps précieux, d'avoir été là. Merci à Noir d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Bah non, tu rigoles ou quoi? Mais attends, le SNFAR, ça fait longtemps que je l'invite. Hein. Et je te signale qu'à cause de toi, j'ai perdu un resto. Hein. Parce que j'avais parié un resto que le SNFAR, il voudrait jamais venir discuter avec nous parce que Anne Vernet, elle en avait parlé au CA, puis apparemment à votre CA, j'espère que tu vas pas te faire engueuler. Hein. Apparemment à votre CA, ça avait un peu, ils avaient plutôt dit non, quoi. Mais je suis ravi. J'ai perdu un resto, mais je vais l'emmener chez Flunch. Hein. Ouais, il n'y a pas de souci. Merci à tous. C'était passionnant. C'était chouette. Sébastien, merci beaucoup pour ta confiance. Pierre Catoire, merci pour ta passion et ta fraîcheur et ta niaque de jeunes médecins. Rachid, c'est l'expérience et la sagesse. Merci beaucoup. Et puis, Pierre Schwab, merci de nous avoir apporté ton âme de militant et de défenseur de cet hôpital que tu aimes comme nous tous. Et puis, ce soir, c'était vraiment, je n'ai pas du tout envie entre guillemets, d'instrumentaliser ce qu'on a fait ce soir. Mais ce soir, on a fait un truc quand même assez génial parce que j'avais un peu triché. Je vous avais invité un peu comme ça, sans trop rien dire. J'avais fait un peu le filou. Je vois Rachid sourire parce qu'on en a souvent parlé. Mais en fait, ce soir, on représentait tous quand même des grands groupes. Et je trouve ça passionnant de discuter avec vous. On oublie d'où on vient et on veut tous la même chose. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on changera les choses. Et assurément, c'est comme ça qu'on emballera la machine. Et moi, il y a rien de plus horrible pour moi que de dire partout, quand il y a des moments de médiatisation importants, dont j'ai fait partie, de dire tous les soignants les soignants sont tous mobilisés et tous les collectifs se parlent et tous les syndicats se parlent. Moi, j'ai toujours dit ça dans les médias. Puis en fait, des fois, je serre un peu les fesses parce que je me disais, mon Dieu, si les mecs qui vérifient derrière, je vais passer pour un con. Non, ce soir, on était des syndicats, des collectifs, et puis on se connaît quand même tous un peu, et on a parlé, et je pense que les gens qui étaient là, vous savez, vous étiez diffusés en Facebook Live également, sur la page du collectif, qui est quand même beaucoup vu, hein, c'est entre 3 et 5 millions de personnes qui regardent la page du collectif, donc je pense qu'on a donné un bel exemple d'échange constructif, avec des propositions carrées, et on sent que tout est bien aiguisé dans vos esprits, c'était vraiment génial. Je vous en remercie de tout cœur. Et puis, je vous embrasse tous et vous souhaite de faire attention à vous parce que je sais que tous les gens qui sont là ce soir, ils bossent beaucoup. Donc, merci. Et j'ai juste envie de vous dire vivement la prochaine fois. Et en tout cas, de mon côté, c'est quand vous voulez. Et nous, on fera ça avec vous, quelle que soit la forme. De toute façon, on acceptera. Je dis oui à tout, moi. Et pour la petite histoire, je dis tellement oui à tout, à toutes les invitations, que je me suis retrouvé dans un stage de musique avec Franck Severino dans la campagne de Rouen parce que je croyais que j'allais faire partie d'un truc de militant. Enfin bon, bref, c'est pour vous dire que je dis oui à tout. Et puis après, je réfléchis. Bon, je vous embrasse. Merci pour votre confiance. C'était super. Les modérateurs m'en voulaient pas. Normalement, on a des modérateurs qui sont censés lire les questions et puis qu'on pose à la fin. On n'a pas le temps. Mais les exposés ont été tellement clairs que je crois qu'on a quand même répondu à beaucoup de questions. Merci aux scribes. On a aussi des scribes qui notaient un petit peu tous vos propos, que nous, on mettra précieusement dans notre petit carnet secret de propositions. Merci d'y avoir contribué. On connaît vos propositions de toute façon sur vos plateformes respectives. On a tout cela depuis longtemps, mais c'était chouette de le faire tous ensemble. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était la dernière session de la journée aujourd'hui. Il y avait 3 sessions aujourd'hui. J'espère que demain, ce sera plus calme, mais j'en suis même pas sûr. Je crois que demain, il y a un truc passionnant. Il me semble que demain, il y a médecine et avenir, intelligence artificielle et aérospatiale avec un professeur lillois qui est un ami, Eric Kipnis, et puis Mathieu Komorowski, qui est un anesthésiste de Lille, qui est parti bosser à Londres, qui est un type absolument passionnant. Je crois que c'est demain. Ne manquez pas cela. Je crois que c'est à 14h. Il faudra que je vérifie, mais on remettra le programme. Merci à tous les amis, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut tout le monde. Au revoir. Au revoir.